Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur LCI. Pour tout vous dire, je me suis demandé pourquoi vous aviez accepté cette invitation, même si je suis heureux de vous accueillir, parce qu'en fait, en ce moment, vous n'avez rien à faire. Vous ne pourriez ne rien dire. Marine Le Pen a été très discrète pendant un certain temps et elle continue de grimper dans les sondages. Comment expliquez-vous ce phénomène? Non, on n'a pas besoin. C'est l'absence qui crée le désir? Non, on n'a pas besoin de s'agiter. Je veux dire, il y en a d'autres qui le font très très bien. Il y en a beaucoup d'ailleurs, à droite et à gauche, qui s'agitent, qui vibrillonnent, qui nous donnent un peu le tournis. Nous, si vous voulez, moi je ne crois pas du tout à la théorie de il suffit de compter sur les événements ou je ne sais quoi. Pas du tout. Il faut travailler, il faut convaincre, il faut construire un projet et une espérance. Sinon, vous n'êtes absolument pas convaincant. Le front a rarement été aussi discret. Marine Le Pen, on le sait, vous l'avez expliqué vous-même, s'est voulue discrète. Elle nous dit qu'elle réfléchit. Enfin voilà, et elle continue de grimper dans les sondages. Comment expliquez-vous ça? Mais parce que les Françaises et les Français lui reconnaissent une cohérence, une sincérité. Vous savez, quand elle a fait son discours de rentrée 3/4 d'heure à Braché, elle a embrassé, alors on a parlé d'immigration islamiste dans le sujet, oui, et pas que, on a parlé aussi du Brexit, on a parlé des déserts médicaux, on a parlé d'écoles, on a parlé de chômage, de petites retraites, etc. On a développé une vision qui ne varie pas en fonction des campagnes électorales, des sondages ou des lubies du moment. Et je crois que cette cohérence, cette sincérité, cette ce courage aussi, il faut avoir du courage pour dire, pour faire ces choses-là, ça trouve un écho dans la population française. Alors d'autres modifient leur discours en fonction des circonstances, je crois que ça apparaît comme insincère. La diète médiatique de Marine Le Pen la sert. Je ne dis pas une diète médiatique, mais disons qu'elle a plus rencontré les Français que les journalistes ces derniers mois, parce qu'elle a voulu, eh bien, écoutez, se nourrir de ce qu'ils avaient à leur dire, à lui dire, pour construire un projet présidentiel. Là, nous allons enchaîner avec Fréjus, nos estivales, puis 7 conventions nationales sur des sujets très variés, l'écologie, la protection animale, l'innovation, etc. Et nous irons tranquillement vers la campagne présidentielle. Mais on n'a pas besoin, si vous voulez, il faut être serein. Les Français aujourd'hui ont besoin d'être rassurés et ont besoin de sérénité. Ils n'ont pas besoin de personnages qui font la toupie pour une élection, même l'élection présidentielle, parce que je pense que c'est pas rassurant et c'est pas sincère. Alors, il y a 2 questions sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais qui sont fondamentales. C'est qu'à un moment, il va falloir nous proposer un programme, et vous l'aurez forcément beaucoup en charge en tant que directeur stratégique. Et puis, il y a quand même la question des alliances, à un moment ou à un autre aussi, quand on veut arriver au pouvoir. Et en ce moment, on a des sondages qui tous confirment qu'elle sera en tout cas présente au second tour de l'élection présidentielle. Auparavant, j'évoquais son absence ou sa relative discrétion. Pourquoi le nom de Le Pen disparaît-il de vos affiches? Je veux dire, tout le monde sait que c'est Marine Le Pen, mais les gens dans la rue disent Marine. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a un lien spécial qui s'est créé, et puis bleu marine, c'est notre couleur. C'est la couleur de notre projet, une couleur d'espérance, une couleur très française. Et puis on est en élection présidentielle. Alors on a peut-être du mal aujourd'hui à le comprendre parce qu'à cause des primaires qui sont quand même fatigantes, qui tirent tout vers le bas et vers le buzz entre candidats, entre petits chefs qui se font la guerre, on comprend plus que la présidentielle, ça n'est pas une affaire de parti, pas du tout. C'est une affaire entre un homme ou une femme et le peuple. C'est ça, et nous, on respecte profondément cet état d'esprit. Très bien. Très gaulliste d'ailleurs, oui, très gaulliste. Il suffit pas de s'appeler Marine justement pour être élu président de la République. Et quand même, il est clair, excusez-moi, que petit à petit, on a retiré la flamme du Front National. Et on peut être président en s'appelant Marine. On a retiré la flamme du Front National. Il n'y a très rarement la mention du FN, et au bout du compte, on retire le nom de Le Pen. Est-ce que vous participez à la dé-lepénisation du Front National? Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, parce que tout le monde... si vous me comprenez très bien. Bah, attendez, encore une fois, tout le monde sait très bien que c'est Marine Le Pen. Bon, on évacue Jean-Marie, c'est aussi simple que ça. Mais ça, on l'a exclu le 20 août 2015, donc ça a été fait il y a longtemps. Alors, on en est plus là, ça c'est vraiment le passé. Aujourd'hui, on crée cette relation spéciale pour la présidentielle et pour après. Parce que si vous voulez... On peut faire comme les autres, hein. On peut penser qu'à notre nombril, se taper dessus et finalement ne rien proposer pour la France et les Français. C'est pas notre vision de la campagne présidentielle, sinon c'est une campagne qui ne servira à rien. Nous, on préfère qu'elle soit utile. Et pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit tournée vers les problèmes de la France et vers nos solutions. Alors, donc le Front National n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Bon. C'est une affaire de candidates et de Français. Et Jean-Marie Le Pen, 45 ans de vie politique, ça n'existe plus, tout ça, ça ne sert à rien, c'était une erreur. Mais il a bâti des choses, il a construit des choses, mais je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait ces dernières années. Alors, venons-en, vous savez, l'obsession de tous les partis politiques français en ce moment, c'est de savoir qui pourra être en face de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. S'il vous plaît, répondez-moi, est-ce qu'il y a un candidat que vous préférez affronter ou que vous préférez éviter? J'aimerais bien Macron.
Vous pensez que c'est votre goût, si je puis dire? C'est votre souhait ou c'est le débat? Ah, mais je crois que lui aussi, il rêverait d'affronter Marine Le Pen au second tour d'élection. Alors qu'il sorte de son espèce d'incertitude et qu'il se déclare officiellement. Mais non, mais ce soir, vous nous dites, Florian Philippot, que le FN vote Macron au second tour. Ça, c'est très bien. Non, il vote Marine Le Pen. Oui. Pourquoi? Mais pourquoi Macron? Mais parce que ce serait clair. Parce qu'il incarne exactement l'inverse de notre projet. Parce qu'il est ultra-européiste, parce qu'il est ultra-libéral, parce qu'il l'assume. Et parce qu'il assume en plus d'être la droite et la gauche en même temps. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'UMPS ou l'RPS aujourd'hui. C'est parfait. Je veux dire, il a le même programme que Juppé, Sarkozy, Hollande ou Valls, globalement. Et de toute façon, il a été conseiller de Hollande, puis ministre de l'économie pendant 2 ans et demi. Donc on sait très bien qu'il a le même programme. Mais lui, au moins, il assume. Il n'essaie pas de tromper. Pour l'instant, on verra après. Mais pour l'instant, en tout cas, il est plutôt cohérent et sincère. Il n'essaie pas de tromper les Français. C'est l'exact opposé du programme de patriotisme économique, d'indépendance et de souveraineté nationale, et également en matière d'immigration, d'arrêt de l'immigration, de Marine Le Pen. Donc je crois que ça serait un second tour intéressant. Vous pensez qu'il est l'envers absolu de vos propositions et de ce qu'incarne Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Profondément, on l'a vu avec la loi El Khomri, qui l'a beaucoup inspiré. On le voit par sa dévotion devant l'Union européenne, alors que nous proposons un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Nous proposons le chemin de l'indépendance et de la coopération respectueuse des nations, des peuples, des États. C'est l'inverse du projet de Macron. Pour Macron, l'homme, c'est un producteur, un consommateur ou un chômeur. Pour nous, c'est plus que ça. C'est un Français, une Française qui a aussi un épanouissement personnel à réaliser, un épanouissement collectif à réaliser. L'ennemi, c'est Emmanuel Macron, ça veut dire qu'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, c'est plus votre problème? Ben, si, ils réaliseront leur primaire, mais ça c'est leur problème à eux. Je crois qu'ils sont 10, 12, 14, je ne sais pas combien de candidats. Et d'ailleurs, vous avez raison. Et tous se battent pour être face... C'est sûr qu'au Front National, il n'y a pas de primaire. Hein, ça, tant mieux pour nous. Tous se battent pour être face à Marine au second tour. Mais à droite et à gauche, ils n'ont qu'à fusionner leur primaire, ça ira plus vite. Puisqu'on sait que de toute façon, ils se retrouveront au second tour. Donc on va éviter l'étape de l'arnaque et de l'escroquerie politique du premier tour. On va faire croire qu'on se chamaille entre droite et gauche, puisqu'on sait de toute façon qu'ils se retrouveront, qu'ils s'appellent Sarkozy, Juppé, Hollande, Valls ou Macron, ils se retrouveront au second tour. Ça amène la question, j'ai répété plusieurs fois depuis le début de l'émission, et en l'occurrence c'est vrai pour le dernier sondage de la Sofres, que Marine Le Pen est présente pour l'instant dans tous les cas de figure au second tour de l'élection présidentielle. Dans tous les cas de figure, surtout, elle est battue au second tour. On n'a pas de sondage là pour le coup dans ce Sofres de second tour, donc je peux pas vous dire. Vous m'avez très bien compris, successivement pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Oui, j'ai vu des sondages à 52 face à Hollande, 52% donc gagnante. J'ai vu des sondages à 43, 44, 45 face à des candidats de droite, donc extrêmement haut avant une campagne. On verra. Pour gagner un second tour d'élection présidentielle et pour gagner un second tour d'élection législative et donc avoir réellement le pouvoir dans notre pays, il y a un moment où il faut qu'il y ait des systèmes d'alliance et des systèmes de report de voix. Avec qui pouvez-vous les faire? Est-ce que vous avez des projets? Le directeur stratégique que vous êtes, il ne peut pas ne pas y penser. Le vice-président, pas Oui, mais pardon, vous êtes président du Front National, mais on sait que vous êtes aussi, très influent dans la politique du parti aujourd'hui. Mais vous l'assumez, on est d'accord. Mais bien sûr qu'on y réfléchit. Faisons un peu de stratégie électorale du côté. Moi, je pense que c'est pas d'abord une histoire de mécanique, de points qu'on irait grappiller ou gagner là, ici et là. Je pense qu'il y a des blocages chez certains Français qui considèrent au second tour, parce qu'il y a une grosse propagande à chaque fois médiatique qui se met en branle entre les deux tours, on le sait, et ce sera le cas à la présidentielle, on se fait pas d'illusions, pour expliquer que nous sommes le mal absolu, les ennemis de la République, etc. Je pense qu'il faut que les Français apprennent à ne pas être sensibles à cette propagande, qui est de la pure propagande de maintien du système, de maintien en vie d'un système qui est mort et qui fait beaucoup de mal à tout le monde, sauf à quelques-uns. À partir du moment où les Français sont immunisés contre cette propagande, tout est possible. Voilà, l'impossible devient possible. Comme le Brexit qui était impossible au Royaume-Uni est devenu possible. Comme la victoire de Trump aux primaires qui était impossible est devenue possible. Comme la victoire possible, je l'espère, d'un président de la République autrichienne patriote était impossible et va devenir possible dans quelques semaines. Vous voyez, tout ça, c'est les Français qui sont maîtres du jeu. Et comme celle de Donald Trump pourrait avoir lieu, et Marine Le Pen, même aux États-Unis, lors d'aujourd'hui, qu'elle serait plus favorable au fait de travailler avec M. Trump, ça vous terrifie pas? De toute façon, on travaillera avec tout le monde. Mais je veux dire, nous, on raisonne non pas en tant qu'Américains, en tant que Français. Il se trouve que Trump... c'est mieux que Clinton, vous le pensez vraiment? Pour les Français, oui. Il est contre le traité transatlantique, Clinton est pour. Or, moi, je suis un farouche adversaire du traité transatlantique. Je veux pas du bœuf aux hormones américain ou du poulet chloré dans nos assiettes, ou des OGM. Voilà. Et je veux pas qu'on détruise des usines en plus et des exploitations agricoles en plus. Trump, lui, il arrête. Clinton, elle continue. Donc c'est mieux pour la France. Et Clinton, elle veut bombarder le Moyen-Orient tout entier.
Faire, vous savez, le jeu de rôle, là, on recompose les États, etc. Ce qui a été fait en Irak, en Libye, avec un résultat catastrophique. Trump est plus raisonnable. Après, il a des défauts, il y a des choses que j'aime pas chez Trump. Mais en tant que Français, je pense que c'est préférable. Vous avez une drôle de façon de présenter, je dirais, le programme des uns et des autres, mais voilà. Je suis pas loin tout à fait de ce qu'ils disent. On va pas débattre de ça, on va revenir à notre politique française, et même franco-française, parce qu'elle est importante, et on va écouter, si vous le voulez bien, Robert Ménard. Être français, c'est aussi, comme le disait le général de Gaulle, européen, blanc et catholique, bien sûr. Être français, c'est être blanc. C'est pas que ça. Mais écoutez, dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance. On n'ose pas le dire. 91%, madame, d'enfants musulmans, vous ne mettez pas les vôtres. Dans cette école-là, vous demandez une dérogation à la carte scolaire, vous allez dans le privé. Si vous voulez assimiler l'immigration, il faut qu'elle soit une immigration raisonnable. Aujourd'hui, on a dépassé une fois de plus les seuils de tolérance dans un certain nombre de villes, dans la mienne et en France, dans un bon nombre de départements. Alors, vous avez toujours revendiqué votre identité gaulliste, en plus de votre soutien et de votre travail au sein du Front National. Robert Ménard vient nous donner sa définition de ce que c'était qu'un Français selon lui, européen, blanc et catholique. Quelle est votre définition de ce qu'est un Français aujourd'hui? Je sais pas si... Florian Philippot. Alors, bon, moi je cours pas après les buzz des uns et des autres parce qu'il y a des spécialistes du buzz. Il y en a beaucoup chez LR, il y en a quelques autres ailleurs qui dès qu'ils font un plateau, ils sont là pour faire la petite phrase pour que ce soit repris et qu'on parle d'eux pendant ma question 48 heures. Est très sérieuse et je cherche pas à provoquer le moindre buzz. Non, mais je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est que pour vous un Français. Si Robert Ménard, c'est pas très clair ce qu'il a dit. S'il veut dire un Français égale forcément un blanc catholique, je dis non, je suis pas d'accord. Voilà, la France c'est pas une race, c'est pas une religion. S'il dit c'est aussi un blanc et un catholique, bah oui, un blanc et un catholique ça peut être français, comme on le sait très bien. Nous sommes d'accord. Je veux dire, donc vous êtes très loin de sa définition. Cette précision n'aurait pas énormément d'intérêt puisque c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que être français? C'est d'abord aimer la France. Il y a deux moyens de devenir français, soit par la naissance, soit par l'assimilation. Mais l'assimilation, c'est vraiment l'assimilation. C'est pas la société inclusive ou le communautarisme. C'est-à-dire, c'est aimer la France, respecter ses lois, ses valeurs, les valeurs républicaines, parler français, s'intégrer dans le travail, etc. Et là, peu importe la couleur ou la religion, on a des exemples partout autour de nous. Mais l'assimilation ne marche. Attendez-moi, l'assimilation ne marche que si elle est limitée à des nombres restreints. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas assimiler des millions de personnes et qu'on ne peut pas assimiler 200 000 étrangers qui arrivent légalement chaque année en plus dans notre pays. C'est le chiffre qu'on avait sous Sarkozy, c'est le chiffre qu'on a encore sous Hollande, plus les clandestins, plus les réfugiés, etc. Et c'est le chiffre qu'on n'aura pas si Marine Le Pen était le président de la République? C'est le chiffre qu'on n'aura pas, ça je vous l'annonce tout de suite, si Marine Le Pen est présidente de la République. Ah ben expliquez-moi comment et avec quels moyens? Avec quels moyens? Vous savez, en changeant de politique d'immigration, complètement. Donc c'est-à-dire d'abord en retrouvant des frontières nationales. C'est-à-dire que nous, quand on expulsera des gens à la frontière, il y aura vraiment une frontière. Il n'y aura pas une espèce d'absence de frontière qu'on peut repasser 3 heures après. Voilà. Ensuite, en reprenant la main. Oui. Je vous écoute. Non, mais en reprenant la main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle décision administrative, elle est cassée par le tribunal administratif ou le Conseil d'État qui ne fait qu'appliquer la jurisprudence européenne ou la CEDH. Donc il faut sortir de ces instances, Union européenne, CEDH. À Calais, sinon, on n'a pas la main en matière d'immigration. On prend un exemple très précis. À Calais, que faites-vous? Que pourriez-vous faire? À Calais, il est évident qu'aujourd'hui, il y a des personnes en situation clandestine, donc on applique la loi. Les personnes qui sont là illégalement en France n'ont rien à faire en France. Nous devons les reconduire à la frontière en appliquant bien sûr le regroupement familial, c'est-à-dire que on ne sépare pas les familles quand il s'agit de reconduire ces personnes illégalement en France à la frontière dans leur pays d'origine ou dans des campements, si les pays sont en guerre, ou dans des campements gérés par l'ONU près des pays d'origine. Et là, peut-être qu'on doit beaucoup plus aider l'ONU à ce niveau-là, mais pas en France, au Moyen-Orient ou en Afrique. Donc les 7 à 10 000 personnes qui vivent aujourd'hui à Calais, ce sont 7 à 10 000 personnes qui sont expulsées du territoire. Ce sont des moyens très importants, hein, j'insiste. Oui, mais écoutez, on n'est pas responsable de la situation dramatique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc il faudra le faire. Avec humanité, mais fermeté. Et après, si vous voulez, une politique d'immigration ne se limite pas à des expulsions. La moitié d'ailleurs, c'est qu'il y en ait le moins possible, puisque le but, c'est qu'il y ait le moins d'entrées possible. La moitié sont des enfants, Florian Philippot. Oui, mais ils ont des familles. Bon. Donc, il ne s'agit pas de séparer les enfants. Beaucoup de mineurs isolés dans la jungle à Calais. Il ne s'agit pas, quand il y a des familles, de séparer les enfants. Et quand il y a des mineurs isolés, on a toujours d'autres procédures. Mais, je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'à Calais, c'est pas simplement 7 ou 10 000 personnes.
c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déjà passées par Calais, puisque le camp ne cesse de se remplir, de se vider, de se remplir, de se vider, parce qu'on diffuse, on disperse les migrants dans les villes et les villages de France. Donc ça n'est pas viable. À part ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Sauf à créer des centres de migrants à Paris comme ils veulent le faire. On va en ouvrir un à Paris, un autre à proximité, et on va créer des jungles partout. Alors qui soutient ce projet? Madame Hidalgo, maire de Paris, bien sûr, mais aussi Monsieur Barouin, UMP, dont Sarkozy aimerait qu'il soit son futur prochain Premier ministre. Bon. Avec la meilleure bonne volonté ou la meilleure mauvaise volonté du monde, on n'a jamais empêché jusqu'ici des gens qui le voulaient vraiment de rentrer dans un pays, de passer une frontière. Si, parce qu'on n'a plus de frontières. On peut très bien empêcher les gens. Je dis pas que on peut le faire parfaitement tout le temps, partout. Mais à partir du moment, c'est vrai, on n'a plus de douaniers et plus de frontières, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Oui, mais la question c'est, est-ce que vous ne vendez pas le rêve de certains qui en effet, ne veulent plus de cette immigration, illégale ou pas d'ailleurs, c'est même plus tellement le problème. Non, je propose la loi de la République, je propose l'autorité de l'État, je propose la fermeté, parce que sinon ça va être la guerre. Sinon, ça va être la multiplication des affrontements. Le laxisme de l'UNTS mène aux affrontements et au désordre. Nous, on propose une solution qui permette l'ordre. Je vous le dis, je crois en même temps à l'assimilation. Mais ça doit être extrêmement restreint, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. La France, elle est capable d'assimilation, mais à condition que l'immigration soit extrêmement restreinte. Vous avez choisi, en entrant en politique aux côtés de Marine Le Pen et du Front National, d'être dans une famille qui initialement était minoritaire. Elle est en train de grandir, c'est un fait. Vous rêvez Premier ministre de Marine Le Pen ? Je ne me rêve rien. Je pense à l'intérêt de la France et j'aimerais pouvoir m'impliquer au maximum. Non, mais pour la vous avez l'air France. surpris par ma question. Vous ne pouvez pas consacrer le temps et la vie que vous consacrez à vos engagements et ne pas espérer. Ah si, non, mais moi j'espère avoir un rôle le plus. Mais dites-moi, j'ai envie d'être Premier ministre de Marine Le Pen. Non, j'espère avoir le plus de responsabilités possible, vraiment. Alors je vous dis, ça ne me fait pas peur du tout. Voilà, j'ai un énorme amour de la France et une grosse capacité de travail. À partir de là, je pense qu'on est capable de faire tout ce qu'on peut pour son pays. Et je le considère pas comme un travail, un job. Je le considère comme une vocation, une mission. Voilà, c'est tout. C'est ma conception des choses. Après, c'est à la présidente de la République, vous le savez, vous connaissez aussi bien que moi la Constitution, d'en disposer, c'est pas à moi. Merci. Mais beaucoup de sujets m'intéressent. L'économie, l'école, l'immigration, la défense, la politique étrangère. Donc on verra bien. Merci beaucoup Florian Philippe. Merci à vous. Vice-président du Front National, d'être venu ce soir débattre avec nous et discuter de cette rentrée politique qui est la vôtre et celle de Marine Le Pen. Bonne soirée. Bonne soirée.